Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. On est dans notre série de vidéos sur l'optique ondulatoire. On a revu ensemble les bases de l'optique ondulatoire. Et maintenant qu'on connaît ces bases, avec le dispositif des trous de Young, on a calculé la différence de marche de trois façons différentes. On va maintenant voir comment petit à petit complexifier la situation en se posant des problèmes notamment de cohérence spatiale, de cohérence temporelle. Aujourd'hui, on va se préoccuper du problème de la cohérence spatiale de la source et on va définir en particulier ce qu'on appelle la longueur de cohérence spatiale. Je vais faire ça d'ailleurs en deux vidéos. Une première vidéo avec une approche semi-qualitative ou semi-quantitative et une approche avec un calcul complet du facteur de contraste en sinus cardinal. On verra ça dans la prochaine vidéo. Alors voilà la problématique. On a deux trous de Young, S1, S2, distants de A et séparés d'une distance D par rapport à un écran. Bon, c'est toujours bon d'avoir des ordres de grandeur en tête. D est de l'ordre de grandeur du mètre, A de l'ordre du millimètre, la taille des trous de l'ordre du dixième de millimètre. Et pour éclairer ce trou, on n'a pas qu'une seule source sur l'axe des trous, une source S, on a aussi une deuxième source S', distante d'une distance B, dans un plan parallèle au plan des trous. Et cette source est également monochromatique à la même longueur d'onde que la source S. On pourrait dire qu'elles sont synchrones. Synchrone, ça veut dire de même fréquence, de même longueur d'onde. La question qu'il faut se poser pour savoir ce qui va se passer sur l'écran, c'est le problème de la cohérence spatiale. Le problème de la cohérence spatiale, c'est le suivant. C'est que lorsqu'on a deux sources qui sont spatialement distinctes, alors elles sont incohérentes. Et puisqu'elles sont incohérentes, elles ne peuvent pas interférer entre elles. C'est-à-dire que chacune d'entre elles va donner lieu à des interférences sur l'écran, mais elles ne pourront pas, on ne pourra pas avoir d'interférence d'un train d'onde issu de S avec un train d'onde issu de S'. Donc elles vont chacune donner lieu à leur système d'interférence. Et sur l'écran, puisqu'elles sont incohérentes, on va pouvoir additionner directement les éclairements sous forme de la formule de Fresnel qu'on va appliquer directement, donc pour S et pour S' séparément. Donc on peut dire que l'intensité totale sur l'écran, c'est la somme de l'intensité ou de l'éclairement en M dû à la source S et l'intensité I' due à la source S'. Et on va voir que le fait qu'on ait deux sources distinctes, ça va produire une baisse du contraste et même peut-être éventuellement un brouillage si les franges sombres d'une des sources coïncident avec les franges brillantes de l'autre. Alors à ce moment-là, on aura pratiquement un éclairement uniforme sur l'écran. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? Donc l'intensité totale en un point X, ça va être d'abord l'intensité, le système d'interférence dû à la source S, donc 2E0 facteur de 1 plus cosinus 2pi sur lambda AX sur D, plus donc l'éclairement dû à la source S', donc avec là aussi un déphasage phi'. Donc si on prend deux rayons issus de S', allez, je fais exprès de changer la couleur, mais c'est la même longueur d'onde, donc ils vont suivre pour arriver en M le même trajet après les trous, mais par contre avant les trous. Donc on voit que les rayons issus de S' n'ont pas parcouru la même distance et que donc, ça c'est une nouveauté, il va y avoir une différence de marche avant les trous. Donc en ce qui concerne delta', donc delta', le déphasage pour la source S', donc ça va être un delta' avant les trous plus un delta' après les trous. Alors le delta' après les trous, bien sûr, il vaut AX sur D, c'est le même que pour la source S. Le déphasage avant les trous, c'est en fait la différence des deux distances S', S2 moins S', S1. On calcule la différence de marche du rayon 2 en dessous par rapport au rayon 1 au-dessus. Donc déphasage de 2 par rapport à 1, différence de marche de 2 par rapport à 1. Donc ça va être la différence des deux distances, si on prend l'indice de l'air égal à 1, S', S2 moins S', S1. Alors pour calculer cette distance, il faut être un petit peu malin, on ne va pas refaire tout un développement limité très compliqué, on va se placer dans les mêmes approximations. B est très petit devant la distance qu'on va appeler la distance D' entre le plan des sources et le plan des trous.
Et donc finalement, quand on regarde cette situation, non pas de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche, on a un peu une position analogue au point M sur l'écran. C'est S' qui joue ce rôle. Et donc on voit que la différence de ces deux distances, eh bien on peut calquer cette formule-là. Ce qui va jouer le rôle de A, bah, c'est A. Ce qui va jouer le rôle de X, c'est B. Et ce qui va jouer le rôle de D, c'est D'. Donc on a ce déphasage constant qui ne dépend pas de X, bien sûr, mais qui dépend de la position de la source S' dans le plan. Donc voilà déjà une première astuce pour calculer cette différence de marche. Et donc on va reporter ça dans l'intensité totale en X, en M, et on va faire une hypothèse supplémentaire, c'est que E0' est égal à E0, ce qui n'a rien d'évident, c'est-à-dire que les deux sources, S et S' ont la même intensité. Donc ça nous donnera 2E0, facteur de 1, plus cosinus, donc 2pi sur lambda AX sur D, plus 1, plus cosinus, 2pi sur lambda, facteur de AB sur D', plus AX sur D. L'idée va être de faire apparaître un facteur de contraste, une visibilité. Donc on va transformer cette somme de deux cosinus en un produit. Donc on va avoir 2E0 facteur de 2 plus 2 fois le cosinus de la demi-différence. Donc dans la demi-différence, les AX sur D vont disparaître. Donc ça va nous faire pi AB sur lambda D', cosinus de la demi-somme. Et donc là, on va récupérer 2pi sur lambda AX sur D, plus donc la moitié de ce terme, pi AB sur lambda D'. Comment donc interpréter ce terme-là? Donc ça, c'est un truc très général pour les interférences à deux ondes. On va d'abord mettre 2 en facteur. Donc ça va faire 4E0 facteur de 1 plus V cosinus phi seconde. Et V, qui va être ce terme-là, qui ne dépend pas de X, on va l'interpréter comme étant la visibilité de la figure d'interférence. Donc la visibilité est liée au contraste. Ce n'est pas tout à fait le contraste. Le contraste est la valeur absolue de la visibilité. Et là, on voit qu'on a un terme d'interférence avec une constante additive. On va voir le rôle qu'elle va jouer. Mais on a donc un terme qui en période est périodique, avec la période de l'interfrange, 2πx sur i, avec i égale lambda d sur a. Donc ça, c'est le terme d'interférence, mais il y a devant un facteur de visibilité. Alors regardons un petit peu, étudions un petit peu cette fonction, regardons ce qu'on voit sur l'écran, essayons d'interpréter physiquement cette situation. Le rôle joué par V. On voit que Imax, l'intensité maximale, c'est donc 4E0 facteur de 1 plus valeur absolue de V. Et Imin, c'est donc 4E0 facteur de 1 moins valeur absolue de V pour les mêmes raisons, quand cos phi vaut moins 1. Et on connaît la définition du contraste. Le contraste, de façon générale, c'est Imax moins Imin sur Imax plus Imin. Alors pourquoi est-ce qu'on définit le contraste de cette façon? C'est bien non seulement de connaître la définition mathématique du contraste, mais pourquoi physiquement on le définit comme ça? Eh bien c'est parce que quand Imax vaut Imin, le contraste est nul. Ça veut dire que l'éclairement est uniforme sur l'écran. Au contraire, quand le contraste vaut 1, ça veut dire que Imin vaut 0. Donc ça veut dire que les franges sombres sont complètement noires. Et dans le cas général, le contraste est compris entre 0 et 1. Donc 0 pour un éclairement uniforme et 1 pour une figure très contrastée. Donc c'est le contraste maximum. Et donc quand on fait cette différence, quand on reporte là-dedans, on voit tout de suite que le contraste vaut valeur absolue de V, valeur absolue de cosinus de pi AB sur lambda D'. Donc voilà le contraste de la figure d'interférence. Si on dessine donc l'intensité totale en fonction de petit x, on aura Imax, on aura Imin qui de façon générale ne sera pas nul, et donc on aura une figure
d'interférence ainsi. Sauf que, attention, on voit que le maximum ne se situe pas sur x est égal à 0. En réalité, l'ordre 0 se situe pour un x négatif. Alors on pourrait regarder la valeur en annulant phi seconde, donc l'ordre 0 d'interférence. Phi seconde égale 0, c'est-à-dire x égale a moins b sur d' fois d sur 2. Donc on voit que l'ordre 0 se situe pour un x négatif. Donc, je ne vais pas mettre l'origine ici, je vais la décaler un petit peu. Voilà, et donc l'origine des x, elle est décalée par rapport à l'ordre 0. Donc, cette constante additive ne change pas l'interfrange, mais change la position de l'ordre 0, on pourrait dire du centre de la figure d'interférence. Donc on a un contraste qui n'est pas égal à 1, c'est un contraste global sur toute la figure. Il y a d'autres situations pour lesquelles le contraste est un contraste local, c'est-à-dire que le contraste varie en différentes zones de la figure d'interférence. Donc on voit déjà cette première constatation, c'est que d'avoir deux sources dans un plan parallèle à S1, S2 modifie la visibilité, modifie le contraste de la figure d'interférence. Le contraste est moins bon que lorsque on a par exemple uniquement la source S ou par exemple aussi la source S'. Alors, on peut aller plus loin. On pourrait dessiner cette fois-ci le contraste en fonction de petit b. Petit b, c'est la distance entre les deux sources. Et on voit que donc, ce contraste, c'est la valeur absolue d'un cosinus. Alors, on pourrait calculer la valeur de petit b, pour laquelle on a ici une annulation du contraste, c'est-à-dire la valeur de la distance entre les deux sources, la première valeur, telle que les deux systèmes d'interférence sont en anticoïncidence, c'est-à-dire que les franges brillantes de l'une correspondent aux franges sombres de l'autre. Ça, c'est la largeur B qui correspondra à ce premier pied du contraste. Donc, quand on fait un cercle trigo, on voit que le cosinus est nul quand l'argument vaut pi sur 2. Donc, on va poser pi AB sur lambda D' est égal à pi sur 2. Donc, ce qui va nous donner B est égal à lambda D' sur 2A. Et donc, on a cette valeur de B, cette première valeur de B qui nous donne une annulation du contraste, donc un éclairement uniforme. On voit que quand on réaugmente B, eh bien, on va à nouveau augmenter le contraste. Et donc, pourquoi? Parce qu'on redécale les deux systèmes de franges. Donc, pour cette valeur de B, qui vaut d'ailleurs le double de la précédente, eh bien, on voit qu'à nouveau, on fait se coïncider les franges brillantes de l'une avec les franges brillantes de l'autre. Donc, les deux systèmes sont en coïncidence. Cette situation où on a deux sources S et S' distantes de B au niveau des trous de Young va nous permettre de calculer, d'estimer ce qu'on appelle la longueur de cohérence spatiale. C'est donc la taille typique d'une source qui va produire un brouillage complet des interférences sur l'écran. Donc si la largeur de la fente source est très petite devant cette longueur de cohérence spatiale qu'on va estimer, eh bien, à ce moment-là, on peut dire qu'il n'y a pas de problème de cohérence spatiale et qu'il n'y a pas de brouillage sur l'écran. Alors, regardons un petit peu. Revenons un petit peu en arrière dans notre raisonnement. On a deux sources S et S' distantes de B. Chacune produit son système d'interférence. Donc, tout à l'heure, on les avait additionnés. On avait calculé le nouveau facteur de contraste. Mais revenons un peu en arrière. Donc, on avait I de X produit par S, I' de X produit par S. Et on peut calculer en un point de l'écran l'ordre d'interférence dû à la première source et l'ordre d'interférence dû à la deuxième source. Donc c'est delta sur lambda 0, delta prime sur lambda 0. On a ce terme supplémentaire dû au fait que la source S' n'est pas sur la bisectrice de S1, S2. Et on peut calculer la variation de cet ordre, delta P égale P' moins P, en un point M d'abscisse X. On s'aperçoit que ça ne dépend pas de X, c'est juste ce terme-là. AB sur lambda 0 D'. Et on peut se poser la question, quand est-ce qu'on obtient un brouillage en superposant ces deux systèmes d'interférence? Le brouillage interviendra quand on sera ce qu'on appelle en anticoïncidence, c'est-à-dire que les franges brillantes de l'une vont correspondre aux franges sombres
de l'autre? Eh bien, c'est quand la variation d'ordre entre ces deux systèmes d'interférence vaut 1/2, puisqu'on sait que entre deux franges brillantes de même nature, on a une variation d'ordre de 1, deux franges sombres, on a une variation d'ordre de 1, et entre une frange brillante et une frange sombre, on a une variation d'ordre de 1/2. Donc, si on dit que cette variation d'ordre en un point M vaut 1/2, on retrouve le fait que le contraste va s'annuler par ce petit raisonnement qualitatif qui est fait sans même calculer la visibilité, le contraste comme on a fait tout à l'heure. On retrouve le résultat qu'on avait, le même résultat, bon j'ai pris l'indice de l'air est égal à 1, et donc c'est une manière un petit peu plus rapide, plutôt que de transformer comme tout à l'heure la somme des cosinus en produit. On retrouve par ce raisonnement semi-qualitatif le brouillage pour deux sources S et S' distantes de B. On va maintenant refaire le même raisonnement mais avec une source étendue entre moins B et B, dont les extrémités sont S' et S secondes. Et la question qu'on va se poser, donc maintenant, cette source est constituée d'une infinité de sources réparties entre S' et S secondes, entre moins B et B. À quelles conditions est-ce que la source est suffisamment large pour produire des interférences complètement brouillées sur l'écran, donc en fait pas d'interférence du tout, un éclairement uniforme? Donc la largeur de la source, c'est 2B. Eh bien, on peut se poser exactement la même question. On se place en un point M d'abscisse X et on se dit, mais quelle est la variation d'ordre? Et on va raisonner uniquement sur les extrémités de la fente, S' et S secondes, parce que si les deux systèmes d'interférence entre les deux extrémités sont en anti-coïncidence, eh bien, ça suffit pour faire un brouillage. Donc, la variation d'ordre, on se resserre de ce calcul. Simplement, on remplace B en 2B, puisque maintenant, les sources extrêmes sont distantes de 2B. Et on dit qu'on aura brouillage si cette variation d'ordre vaut 1/2, ce qui nous donne une relation sur la largeur de la source, 2B, qu'on appelle la longueur de cohérence spatiale, et dont on a l'expression en fonction de la longueur d'onde, D' et A, l'écartement entre les trous. Et donc, l'interprétation physique de ça, c'est qu'on aura un brouillage si la fente a cette taille-là ou plus grande que ça, bien sûr, et on n'aura pas de brouillage au contraire si sa largeur est très petite devant la longueur de cohérence spatiale. Donc ça nous permet de quantifier un petit peu, parce qu'on sait qu'on n'a jamais une fente infiniment fine dans cette direction-là. Donc ça nous permet un petit peu de quantifier cette notion de cohérence spatiale au niveau de la source. Alors dans la prochaine vidéo, on va faire quelque chose d'encore plus fort. On va découper cette source ici en source élémentaire infiniment fine et on va intégrer tous les éclairements pour faire un calcul complet et retrouver l'expression de cette longueur de cohérence spatiale. Alors à ne pas confondre avec la longueur de cohérence temporelle qui elle est relative à justement au problème de cohérence temporelle, à la durée finie des trains d'onde dont j'ai déjà longtemps parlé, mais c'est un peu le pendant. Il y a beaucoup de raisonnements qui se ressemblent entre les calculs en cohérence temporelle et en cohérence spatiale. Ça ressemble, mais c'est pas pareil. Et comme d'habitude, tout est dans le c'est pas pareil. Voilà, bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire ce calcul. On va avoir un beau facteur de contraste en sinus cardinal. À bientôt.